Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Que Dieu conduise nos pas. Amin. Merci bien. Je crois que sur ce, on peut commencer. Si, ok. Ok. Donc, je voudrais, avant de commencer, souhaiter la bienvenue aux uns aux autres, aux camarades du bureau politique, du comité central et quelques responsables présents ici, y compris vous, membres de la presse. Vous comprendrez l'urgence qui a fait qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir mobiliser tout le monde. Mais le plus important, c'est le message qui va être véhiculé. Et sur ce, je vais essayer un peu de vous décliner les grands points qui vont donc axer notre communication. Le premier point, ça va être bien entendu le bilan de la campagne de levée de fonds. On fera clairement le rapport financier, puisqu'aujourd'hui nous sommes pratiquement le 47e jour, c'est-à-dire du 25 à cette date, ça fait 47 jours. Et sur cet aspect-là, on va essayer d'évoquer aussi la mobilisation qui s'effectue au niveau international ou au niveau continental. Le deuxième, c'est l'actualité nationale avec les nouvelles autorités, notamment le CNRD. Notamment, on va parler de la charte de la transition, le CNT. Également, nous allons parler de l'ossature du gouvernement qui vient d'être décliné très récemment. Et il va être par rapport aux 27 départements. Donc, et par la suite, il y a la question du délai de la transition qui n'est pas encore tranchée. Et le PDG va essayer de réitérer sa proposition ou sa position sur le sujet, et notamment le processus de l'organisation des élections futures qui pointent à l'horizon, qui a été notamment décliné par le CNRD. Et on va surveiller un peu le recueillement mausolée de Kamaï. Bref, l'actualité, comme je le disais, par rapport aux actions que le CNRD a menées ces derniers jours. Et le troisième volet, c'est pratiquement le dernier point, ça va être le sommet Afrique-France, ou France-Afrique, je sais. Voilà. Donc le sommet Afrique-France. Et je vais donc commencer la communication, ensuite ça va être renchéri par le camarade Arafat, au nom de la direction nationale du parti. Sur ce, comme je le disais, encore une fois, on voudrait souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres, et encore transmettre les salutations du camarade secrétaire général Mohamed Touré, qui aujourd'hui est encore retenu aux États-Unis d'Amérique, qui a fait d'ailleurs que, vu les responsabilités des anciennes autorités, le parti a jugé nécessaire de s'engager à pouvoir d'abord lancer cette cagnotte afin d'aider à obtenir cette libération du camarade secrétaire général. Donc je voudrais préciser que le camarade Mohamed Touré se porte très bien, physiquement il va bien, et moralement, comme on l'a toujours dit, il n'a rien à se reprocher par rapport à cette fausse histoire. Et le plus important, malgré qu'il soit encore loin de la direction nationale du parti, mais avec le minimum de liberté créé au niveau du centre pénitentiaire, il a l'attitude de participer au débat si vous voulez, aux débats nationaux sur le plan national, et au-delà même à la direction nationale du parti en tant que secrétaire général du PDG. Donc toutes les décisions du parti, toutes les prises de position du parti, il participe aux réflexions, et puisqu'il est le premier secrétaire, il est le secrétaire général du parti, et sur cette base-là, ses recommandations sont appliquées à la lettre au niveau de la direction nationale du Parti démocratique du Guinée. Donc une façon pour nous de rassurer les militants, une façon pour nous de rassurer les sympathisants, l'opinion nationale et internationale, quant à la santé du camarade, et pour clairement dire que le pont n'est pas coupé, Dieu merci. Et donc nous continuons ce process-là afin qu'il puisse être libre. Et donc parlant de la campagne de levée de fonds, comme vous l'avez constaté, depuis avril 2018 que le camarade secrétaire général Mohamed Touré a été interpellé aux États-Unis avec son épouse, et durant toutes ces années passées, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020, jusqu'à pratiquement le 5 septembre, nous étions sous le régime du professeur Alpha Condé. Au niveau du parti, tout comme au niveau de la famille, à travers la première dame André Touré, nous le réitérons chaque fois que nous avons l'occasion. Toutes les démarches avaient été menées auprès des anciennes autorités afin de pouvoir
pouvoir aider le couple Touré à sortir de ce pétrin. Et on l'a mené dans le cadre de la redevabilité que l'État doit avoir vis-à-vis de ce citoyen. Parce que qu'on le veut ou pas, d'abord c'est un citoyen guinéen. Et peu importe l'ampleur du problème, l'État guinéen a l'obligation, ou tout au moins le devoir d'agir conséquemment afin que ces citoyens puissent recouvrir leur liberté. Ça, c'est un aspect. Deuxième devoir, qu'on le veuille ou pas, il est tout de même le fils du président Ahmed Sékou Touré. Le président, enfin, le premier président de la République guinéenne, l'homme qui a donné l'indépendance ou qui a fait accéder notre pays à la souveraineté nationale. Et de ce point de vue, c'est un homme qui s'est battu pour la Guinée et qui n'a pas pensé à sa famille. Tout ce qu'il a eu, il a donné au peuple de Guinée. Tout ce qu'il a eu, il a donné à l'Afrique tout entière. Et donc on dit que ce fils, le fils de cet homme aujourd'hui est incarcéré aux États-Unis et que le gouvernement guinéen d'alors soit encore capable, incapable de lever le petit doigt afin d'obtenir cette libération, nous n'avons pas compris. C'est toutes ces raisons qui ont fait que le PDG a décidé le 25 août passé de lancer cette campagne de levée de fonds dans l'espoir de pouvoir mobiliser ce fonds. Et toujours est-il que nous précisons encore que l'acquisition de ce montant et le paiement n'est pas équivaut à la libération immédiate du couple. Ça fait partie des conclusions de la sentence, si vous préférez comme ça, les 7 ans de prison, ensuite assorti de 3 ans de libération conditionnelle et le paiement d'une amende de 289 000 $ américains que nous avons arrondi à 300 000 parce que, ipso facto, il y a les honoraires des avocats auxquels il faudra faire face. Donc nous avons arrondi à 300 000 $. Et la sens, dès que ce montant va être payé, ça permettra ou ça va aider à accélérer le processus de libération du couple Touré. Parce que nous avons compris qu'il y a des gens certes qui aident, mais il y a beaucoup aussi qui font l'intoxication ou qui rapportent le propos pour dire qu'à partir du moment que l'argent va être payé, c'est automatique. Non, mais ça peut aider et ça va aider à la libération du couple Touré. Donc j'avais besoin de faire cette précision. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui ça nous fait 47 jours depuis le 27 août passé que nous avons lancé cette campagne de levée de fonds. Et c'est l'occasion encore pour moi de remercier la presse guinéenne, de remercier les jeunes que vous êtes, journalistes, toutes tendances confondues, presse écrite, presse en ligne, télé, radio, qui, depuis ce 25 août-là, essaient à leur façon d'accompagner la direction nationale du parti en guise de leur contribution pour aider à la libération du camarade secrétaire général Mohamed Touré. Donc toute notre gratitude à la presse guinéenne, sans exception. Et à ce jour, depuis ce 25, il y a eu beaucoup de contributions. Et jusque maintenant, les contributions continuent. Et nous devons préciser que toutes les références bancaires ont été mises à disposition, c'est-à-dire le compte Ecobank du parti. Et à côté de ça, vous avez le compte Mobile Money et à côté, le compte aussi Orange Money. Ces références ont été rendues publiques et c'est à partir de là que toutes les différentes contributions sont en train d'être faites. Et un autre aspect, c'est la commission de recouvrement qui siège permanemment au siège du parti, c'est la permanence nationale, qui à un moment donné, on était obligé d'interrompre parce qu'il y avait cette suppression du 5 septembre qui a fait que la situation a un peu basculé, mais nous sommes en train de nous réorganiser pour encore rétablir cette commission. Sur l'autre côté, tout ce qui est Ecobank, Mobile Money, ça fonctionne de contribution continue. Et comme je le disais, profitez une fois de plus pour remercier le peuple de Guinée et toutes ces personnes de bonne volonté qui, depuis le 25 août passé, sont en train donc de faire le minimum qu'il faut en guise de reconnaissance du président Sékou Touré, parce que c'est la seule raison qui pousse beaucoup aujourd'hui les gens à contribuer. Rien que pour ce qu'il a fait pour la Guinée, nous sommes condamnés, nous sommes obligés, nous avons le devoir patriotique d'agir conséquemment en faveur de la libération de son fils et aussi du camarade secrétaire général Mohamed Touré. Et en ce sens, quand nous prenons donc du 25 à cette date-là, qui fait 47 jours, si vous voulez, de campagne de levée de fonds, le montant total s'avoisine à 333 544 208 francs guinéens. Le montant total aujourd'hui qui se trouve dans les comptes du parti, notamment domicilié à Ecobank. Et comme nous l'avons chaque fois fait, comme on l'avait promis le 25 août, chaque fois que nous avons eu l'occasion de faire des dépôts, tous les reçus de versement sont à la disposition de la direction nationale, que nous rendons d'ailleurs public pour ceux qui peuvent en témoigner. Donc voici ces différents reçus de versement. Et comme je l'ai dit, en tant que secrétaire général, j'ai seulement la lecture de pouvoir garder ces reçus. Les comptes sont soumis à double signature et au niveau du compte Orange Money, le camarade qui, au sein de la commission de recouvrement qui s'occupe de ça, n'a pas accès au mot de passe, donc laissez-moi il encaisse et toutes les dépenses ne peuvent être ordonnées que par moi en tant que secrétaire général par intérim du parti. Et donc je ne dispose pas, personnellement je n'ai pas ce téléphone en main.
Donc, j'avais besoin de préciser cela. Et vous comprenez que ces derniers temps, il y a eu un monsieur opérateur économique de son État, du nom de M. Barou Koulibaly, qui aussi a eu à contribuer à hauteur de 30 000 dollars américains, que nous estimons à 300 millions de francs guinéens. C'est ce qui fait la somme que je venais tantôt de rendre publique, y compris avec les autres contributions que nous avons pu encaisser. Donc, l'occasion aussi doit être mise à profit pour remercier M. Barou Koulibaly par rapport à cette contribution. Et comme il a dit, avec tout le respect qu'il a pu accorder à la famille du président Diantré, et je crois que cela nous a marqué très fort. Et nous, davantage, nous lançons un appel à l'égard des autres compatriotes qui aujourd'hui souhaitent certainement le faire, mais qui prennent du temps. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le peuple, les peuples du monde, c'est le peuple africain qui regarde toute la Guinée et qui regarde aussi les citoyens guinéens dans ce cadre-là. Parce qu'il ne serait pas aussi convenable que d'autres camarades, ou si vous voulez, d'autres concitoyens, compatriotes à l'échelle continentale puissent se mobiliser et que la Guinée soit mise à la marche. Je pense que ce ne serait pas très remarquable pour notre peuple. Et à ce sujet, il faudrait préciser que cette campagne de levée de fonds a pris une envergure, si vous voulez, continentale ou a pris un élan continental. Et c'est le lieu, encore une fois, de saluer et surtout de remercier les compatriotes ou les confrères de Bamako, c'est-à-dire de la République du Mali, où à travers le club Ahmed Sékou Touré, ils ont lancé le 2 octobre passé cette cagnotte-là. Et c'était sur l'initiative du club Ahmed Sékou Touré. Et à côté, vous avez les camarades du parti, c'est-à-dire Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. À ce niveau, à travers le camarade Mariko, ils se sont aussi mobilisés. Et au jour d'aujourd'hui, la même campagne, comme nous le faisons en Guinée ici, évolue du côté de Bamako. Et également, les compatriotes résidents en Angola aussi sont en train de se mobiliser. Et comme je l'ai dit, les événements du 5 septembre ont un peu ralenti le process. Aujourd'hui, on peut remercier Dieu, ils sont en train de se réorganiser pour qu'à ce niveau aussi, cette cagnotte puisse continuer. Et au-delà de ça, il faut également saluer aujourd'hui la bonne volonté des nouvelles autorités par rapport à ce cas précis. Parce que comme vous l'avez constaté, le 28 septembre passé, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a eu à faire un déplacement à la Villa Sili afin de pouvoir chercher les bénédictions de la première dame Adja André Touré. Et l'occasion a été mise à profit pour discuter de la question. En tout cas, ils ont la bonne volonté, ils ont cette ouverture d'esprit afin de pouvoir aider ce compatriote. Et au-delà, je pense que c'est un aspect plus important parce que nous avons dit clairement, ces 10 dernières années, tout a été fait au niveau de l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour qu'il puisse agir dans ce sens-là. Cela n'a pas été fait. Et que le colonel Mamadi Doumbouya, à quelques jours de sa prise de pouvoir, puisse d'abord rendre visite à Adja André. Je crois qu'il n'y a rien de plus confortable qui puisse dépasser cela. Et je crois que les autres actions suivront après. Donc l'occasion doit être mise à profit pour encore saluer cette initiative du chef de l'État. Et en ce sens, nous disons clairement que la direction nationale du PDGRDA compte davantage toute son implication afin de pouvoir aider à obtenir cette libération du camarade secrétaire général Mohamed Touré. Sur le même sujet, il est également à préciser que des actions sanitaires ont été menées, puisqu'on est dans ce sillage-là, ont été menées par le président de la transition par rapport au recueillement au mausolée de Kamen. Nous avons dit et nous précisons, le président M. Sékou Touré, beaucoup ont tendance à confondre qu'il appartient peut-être à sa famille politique ou du moins à sa famille biologique. C'est vrai, nous sommes dépositaires de sa mémoire politique et idéologique, mais au-delà, c'est un citoyen universel en réalité. Donc que le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, puisse encore relever ce défi historique pour nous, c'est encore rien de plus normal qu'un devoir patriotique, un devoir citoyen, un devoir de pouvoir élever, si vous voulez, les pères fondateurs au rang, en réalité, qui les revient de droit. Parce que tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est pour la nation guinéenne, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est pour l'Afrique entière. Vous avez au mausolée de Kamen, où repose l'Almami Sambrou Touré, Morfinia Diabaté, Adja Mafori Bangora, Jean-Martin Sissé, le camarade Sefula Diallo, le président Ahmed Sékou Touré. Tous sont des combattants de la dignité, tous sont des combattants de la liberté, qui se sont sacrifiés tout au moins pour la nation guinéenne. Et donc, après le décès du président Ahmed Sékou Touré en 1984, le mausolée a été abandonné à son sort. Et je vous dis clairement, depuis après cette date-là, s'il y a un chef d'État qui a pensé à se recueillir au mausolée de Kamen, c'est bien le colonel Mamadi Doumbouya. Après 30 années, pratiquement, après 37 ans du décès du président Ahmed Sékou Touré. Pour nous, c'est encore vraiment symbolique et c'est un acte qui appelle au rassemblement. Et en ce sens, nous encourageons, nous saluons à nouveau cette initiative-là
Et nous disons clairement que le président Ahmed Sékou, en ce sens-là, mérite cela. Et si vous voulez, dans un cadre purement de réhabilitation, on le doit purement et simplement cela. Donc, je tenais à parler cela dans le premier point. Et le second point qui concerne l'actualité nationale par rapport à tout ce que nous voyons en termes d'évolution ou en termes d'actes qui est posé par le CNRD. Franchement, la dernière fois, nous avons également la charte de la transition a été rendue publique, auquel nous, pratiquement, n'avons pas eu d'objection, parce que conséquemment, la charte a été étudiée au niveau de la direction nationale du parti. Et cette charte de la transition, nous disons que vient à bon escient, parce que toutes les questions fondamentales, en tout cas, qui concernent les destinées de la nation, ou tout au moins qui doivent aider à refonder l'État, à créer un véritable État, à créer une véritable république, ont été posées ou ont été annoncées par le CNRD. Comme le PDG, nous avons dit, à travers le président Mercier, je cite encore que l'homme ne vaut que par ses actes, nous attendons simplement qu'il y ait que des actes, rien que des actes à la nation, de pouvoir lier l'acte à la parole par rapport à toutes les annonces qui ont été faites. Le CNT, qui a été également annoncé à travers un nombre de 81 places, notamment 15 places qui ont été attribuées aux partis politiques, je crois qu'il est considérable de revoir ce nombre. Et de toute façon, le PDG a proposé 150 et nous estimons qu'à travers ces 150 personnes-là, que toutes les couches de la nation, à travers cette concertation que nous avons vue ces derniers temps, pourront participer à la gestion ou tout au moins pourront participer au débat au niveau du CNT. Pour parler des jeunes, des syndicats, de la presse, des partis politiques, de l'armée, des paysans, de toutes les couches de la nation, des femmes, et à un niveau de organisé, peuvent être représentés au niveau du CNT pour que effectivement il y ait un débat et qu'il soit de façon inclusive. Et en d'autres termes, c'est ce que nous appelons, nous, au PDG, une démocratie participative et inclusive, qui fait que personne n'est mis à la marge en termes de débat démocratique, en termes de l'évolution de la nation grecque. Donc nous souhaitons que ce nombre soit revu. Et à part cela, pour le moment, tout est apprécié au niveau de ce CNT. Et récemment, je crois qu'il y a quelques jours également, c'était le statut du gouvernement à travers justement la nomination du Premier ministre Mohamed Beavogui. Au niveau de la nomenclature que nous avons d'abord par rapport, je disais, à la nomination du Premier ministre Mohamed Beavogui, nous pensons qu'aujourd'hui, vu son parcours que nous avons pu, puisque nous ne connaissons pas de près au niveau du parti, mais vu le parcours que nous avons vu de l'homme, nous pensons qu'il peut être l'homme de la situation. Mais comme vous le savez, le PDG, dans sa position fondamentale, dit clairement que nous avons aujourd'hui besoin de patriotes. Nous avons aujourd'hui besoin d'hommes intègres. Le problème, c'est que nous n'avons jamais eu un manque, si vous voulez, ou des cadres, des intellectuels à la tête de nos États. Ça n'a jamais non plus été le problème. Durant le régime du professeur Alpha Condé, il y a eu des intellectuels, des diasporas, des technocrates, mais le problème fondamental était lié à l'intégrité de ces hommes. Le vrai problème fondamental était lié à, si vous voulez, au sens, à l'élan patriotique de ces hommes-là. Donc aujourd'hui, que nous ayons un technocrate, un intellectuel qui, de par son parcours, en tout cas l'a prouvé, nous pensons qu'il est l'homme de la situation. Toujours est-il que nous l'appelons au sens de l'intégrité, nous l'appelons au sens du patriotisme, parce qu'aujourd'hui, nous disons, nous préférons encore un analphabète patriote intègre qui passe, africain qui passe guinéen, à la place d'un intellectuel qui, de son point de vue, coquillage technique, là, essaie toujours de saboter le peuple, de torpiller le peuple à ses propres intérêts. Donc, en ce sens, nous l'encourageons sur ce volet. Et par rapport à la nomenclature du gouvernement, qui, je crois, fait donc de 27 départements, plus 2 secrétariats généraux qui font aussi office de rang de ministre, donc pratiquement 29. Nous pensons que c'est raisonnable et c'est rationnel par rapport au régime déchu qui était, je crois, à plus de 37 départements, y compris des gens qui étaient placés au rang de ministre au niveau de la présidence. Je pense que c'était exorbitant en termes de budget. Et la preuve en est que la dernière loi, à laquelle le PDG s'est opposé au niveau de l'Assemblée nationale, c'était le projet de loi rectificative des finances, nous avons dit très clairement tout ce qui était revu alors était essentiellement destiné aux dépenses de personnel. On ne comprenait pas que la présidence à l'époque, ou
avant sur 5 hectares, on prenait, je ne sais pas, plus de 80 milliards en termes de redressement du budget. Et tout ça, ce n'était pas en réalité des dépenses d'investissement. C'était allé simplement pour des dépenses de personnel. Donc ça ne se comprenait pas. Et vu la situation que le pays traversait, nous devons privilégier, s'il y a hausse des dépenses, que ce soit consacré simplement aux investissements, afin de pouvoir aider le peuple guinéen à traverser cette période de crise-là. Mais ça n'a pas été compris. Et Dieu merci, la position de parti étant toujours une position de principe, nous restons derrière ce positionnement. Ce qui fait que quand on prend aujourd'hui le nombre de départements qui a été annoncé par le CNRD, nous apprécions parce que d'un côté, ça permettra de rationaliser ces dépenses-là. Le train de vie au sommet de l'État va considérablement réduit et ça permettra de faire face à des besoins plus préoccupants au niveau des citoyens que les besoins qui simplement se limitent au sommet de l'État et qui visaient à un niveau donné d'enrichir ces gens-là. Et donc, nous avons déploré. Et ce qui me renvoie sur la question des audits, notamment la lutte contre la corruption, qui doit être un cheval de bataille au niveau du CNRD, en tout cas nous l'encourageons vivement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont tendance à confondre que les réalités, ou si vous voulez, les problèmes que le peuple guinéen est en train de traverser ont leur origine depuis, si vous voulez, les 10 dernières années, ou plutôt prendre leur origine ces 10 dernières années. Non, il faut aller au-delà. Ces origines sont profondes, elles sont encore lointaines. Et nous disons clairement que tout ce problème que le peuple guinéen, en termes d'autonomie, en termes de gabegie financière, a ses origines liées au coup d'État du 3 avril 1984. Parce que c'est ce jour vraiment que le pouvoir du peuple a véritablement basculé. Le peuple en tant que tel, le citoyen guinéen en tant que tel, n'avait plus de contrainte de quoi que ce soit. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. On ne savait pas qu'il n'y avait pas de corruption sur le premier régime, mais c'était réprimé à la dernière énergie, si vous voulez. C'était réprimé à la dernière énergie, qui faisait que personne n'osait, ou du moins personne ne pouvait. Parce que dès que tu le faisais, c'était à l'époque, les anciens sont là, peuvent aider dans ce sens-là. La conférence nationale économique, qu'on appelait le rendez-vous du bilan, c'était à raison d'une fois par an, mais vous gérez les comptes publics, vous avez l'obligation de rendre compte devant ce peuple-là. Et une fois que vous étiez responsable par rapport à l'étournement, automatiquement la sanction était là. Sinon, on n'avait pas besoin de négocier parce que le principe, nous on l'a dit, ça ne se négocie pas. Donc, de ce point de vue, en termes d'audit, nous pensons qu'ils doivent aller au-delà de 2010. Il faut qu'on comprenne comment, pourquoi et qui ont bradé nos unités industrielles. Parce qu'encore, la Guinée était vraiment le champ de cette unité. Du point de vue développement industriel, la Guinée en tout cas était une référence dans la sous-région. On avait chaque région aujourd'hui, ou préfecture, avait au minimum une à deux unités industrielles. Mais aujourd'hui, où ça se trouve? Même s'il y a des unités qui ont été réhabilitées, elles n'appartiennent plus au peuple de Guinée. Elles appartiennent aux entreprises, aux firmes étrangères. Et pourtant, à l'époque, c'était du droit du peuple de Guinée. Ça vous appartenait en tant que citoyen guinéen. Ça m'appartenait en tant que citoyen guinéen. Bref, on avait la latitude de gérer qui faisait que le taux de chômage était considérablement géré. Et à partir du moment que vous finissez vos études, automatiquement vous étiez employé. Et à travers les programmes d'ajustement structurel que nous avons connus dans les années 90, ça a permis de brader ces unités industrielles. C'est vrai, on a eu des conseillers français qui sont venus, mais en réalité, ce n'est pas de leur responsabilité. C'est ceux qui étaient là en tant que ministre, ceux qui étaient là en tant qu'organes, qui ont participé au bradage de ces unités industrielles-là. Donc il faut que la vérité soit dite et que le peuple puisse savoir quels sont ceux qui ont participé au bradage de nos unités industrielles, parce que c'était des fondamentaux qui avaient permis au peuple de Guinée, à la République de Guinée, d'avoir un essor, d'avoir un véritable élan de développement, qui pourrait faire de la Guinée une référence, non seulement en Afrique, mais au-delà une référence sur le plan international. Donc, que ces unités soient bradées, nous l'acceptons ainsi, mais il faut que le CNRD prenne toutes ses responsabilités pour que le peuple de Guinée, pour que la jeunesse guinéenne puisse savoir qu'est-ce qui a fait que ces unités industrielles ont été bradées, qui sont responsables et pourquoi ces programmes ont permis de brader ces unités industrielles. Ça, c'est un aspect. Nous regrettons qu'après 37 ans aujourd'hui, que très récemment, le Mali, la République du Mali vient de lancer sa compagnie Air Mali, et qu'en Guinée, ici, on avait une dizaine, on avait non seulement une compagnie aérienne, mais on avait une dizaine de flottes ici, qui encore appartenaient à la Guinée. Qui appartenaient à la Guinée. Mais 37 ans après, on se retrouve sans flotte. Alors, on glisse encore quels sont ceux qui sont responsables de ce bradage. La Guinée avait une compagnie, cette compagnie a été effritée du jour au lendemain pour des intérêts personnels. Et aujourd'hui, il faut que les audits soient élargis jusqu'à ce niveau parce que le peuple de Guinée a soif de connaître la vérité. Nous avons soif de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. La compagnie guinéenne, il faut qu'on nous dise Air Guinée comment ça a été bradé. Parce que la preuve en est que tous ceux qui, aujourd'hui, sur le plan politique ou à un niveau donné, sont en train de se tarauder ou sont en train de se bomber la poitrine en termes de richesse, nous savons que c'est des gens qui n'ont
qui, à un niveau de n'ont pas eu de carrière internationale, tous les capitaux qu'ils ont, ils les ont tirés ici dans les caisses de l'État. Et tout au moins, par la définition du capitalisme que nous avons à travers notre conception, ça veut dire que des gens qui apportent des capitaux, ils ne sont pas non plus contre cela. Mais vous n'apportez pas de capitaux, vous réclamez capitalisme. Dans la mesure que les fonds que nous avons, les capitaux que nous avons ont été pratiquement tirés dans les caisses de l'État, nous ne comprenons pas. Il faut que toutes ces richesses mal acquises soient justifiées. Et nous pensons que si le CNRD agit dans ce sens-là, ils seront conquis en termes de devoirs, disons le cœur des Guinéens, ils seront conquis en termes de devoirs toute la patrie. Et à ce sens-là, vraiment, les justices doivent être élargies. Et ça a d'ailleurs toujours été la position du PDGRDA durant toutes ces 10 dernières années. Parce que la question de la transition a commencé le 3 avril 1984, ça nous a pris 9 ans. Ensuite, nous sommes revenus à celle du CNDD, ce qui nous a pris pratiquement 8 mois, ou si vous voulez, approximativement une année. Et maintenant, ça fait une troisième fois que nous retournons dans la même transition. Et c'est pourquoi, encore, nous avons interpellé le PDG dans son mémorandum. Depuis 2010, il avait mentionné il fallait profiter de la situation pour essayer de refonder la République, pour essayer de refonder l'État guinéen. Et à partir de cela, ça pouvait éviter aux nouvelles autorités ou les autorités d'alors d'avoir cette transition que nous avons aujourd'hui. Et misant sur ce point, encore, il n'est pas question que des leaders politiques, il n'en est pas question que des personnes mal intentionnées, il n'en est pas question que des apatrides se permettent encore à bousculer le CNRD pour que, dans un délai forfaitaire, que nous puissions aller aux élections. Non, il n'en est pas question. Le CNRD a pris la responsabilité de faire ce coup d'État du 5 septembre, et en ce sens-là, la latitude doit être donnée au CNRD de pouvoir effectivement nettoyer, faire en question que la refondation à laquelle nous avons toujours, la refondation à laquelle nous avons toujours souhaité, puisse aller de l'avant. Et en ce sens, les élections qui ont été annoncées, c'est-à-dire de la base du sommet, a été toujours la position du PDGRDA, depuis d'ailleurs 2010. Nous l'avons dit, quand on était dans la transition du CNLD, que s'il fallait refonder l'État, il fallait donc commencer de la base du sommet à travers les élections locales, ensuite communales, et par la suite les élections nationales. Donc à ce jour-là, le PDG a proposé une transition de 3 ans, estimant que pendant ces 3 ans, la lutte contre la corruption, les audits notamment peuvent être organisés, la justice pourrait être réhabilitée dans le réel sens du terme, et au-delà, l'État pourrait être refondé totalement. Donc il n'est pas question que des gens qui ont un calendrier aussi ou un agenda inavoué puissent se permettre de bousculer le CNRD pour que demain ou après-demain qu'on puisse aller aux élections. Parce que si on le fait, nous prévenons encore. Parce que si on le fait, nous prenons l'opinion nationale et internationale encore à témoin. La Guinée risquera encore de basculer dans une nouvelle transition parce que les mêmes erreurs de 2010 risquent de se répéter. Et c'est pourquoi on avait dit en 2010 qu'il fallait encore commencer par les élections, c'est-à-dire de la base zonale, les élections locales jusqu'au niveau des élections nationales. On ne nous a pas compris parce que c'est le PDG d'Ahmed Sékou Touré, parce que tout simplement c'est le PDG de Mohamed Touré. Mais encore l'histoire nous donne raison et nous avertissons qu'il faut encore donner le temps au CNRD de pouvoir refonder cet État. Il n'est pas question que des gens qui veulent simplement aller aux élections pour aller aux élections parce qu'ils pensent que le chemin de Sékou Touré est ouvert pour eux, mais ils se trompent parce que le peuple de Guinée, comme on l'a toujours dit, est encore en avance par rapport à cette classe politique rétrograde-là. Ils doivent comprendre cela. Il n'est pas question que le CNRD soit bousculé. Il faut leur donner le temps de pouvoir réorganiser l'État, de pouvoir refonder l'État, d'organiser la justice, de mener des audits pour qu'il n'y ait plus jamais tous ceux qui sont responsables de la situation particulière de la Guinée soient sanctionnés et que de ce point de vue, le peuple de Guinée puisse reprendre sa marche triomphante qui a été interrompue le 3 avril 1984. Donc, essentiellement, le camarade Arafan va essayer de compléter mon intervention et peut-être faire un briefing sur le sommet France-Afrique ou sur le sommet Afrique-France. Mais toujours est-il que c'est le bonnet blanc, c'est le blanc bonnet. Ça ne change rien. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et nous avons notre position particulière qui n'est pas étrangère, qui date depuis la création du PDGRDA le 14 mai 1947. Il faut comprendre que le développement là, elle ne peut pas quitter d'ailleurs. C'est des facteurs endogènes qui peuvent permettre au peuple de Guinée, aux Africains de pouvoir se développer. Cette question du sommet Afrique-France ou France-Afrique n'est qu'un sommet de la mort. Tant qu'on ne quitte pas dans cette question de dépendance vis-à-vis de cette soi-disant puissance impérialiste-là, de cette puissance impérialiste, on n'avancera jamais. Et le camarade pourra mieux renforcer cela, mais nous précisons que
pour nous, ce sommet qui a été organisé par la France encore, nous disons clairement que la France, jusque-là, ne connaît pas l'Afrique. Jusque-là, la France ne connaît pas la Guinée. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre. Après 34 ans de l'assassinat du président Thomas Sankara, aujourd'hui, se tient ce procès. Et nous devons préciser qu'à ce niveau, la France a une part de responsabilité par rapport à cet assassinat. Parce qu'il faut préciser que d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours là à pouvoir bâillonner les peuples africains dans leur histoire de pouvoir œuvrer dans le sens d'un véritable développement. La France traîne des casseroles au Burkina Faso, la France traîne des casseroles en République de Guinée, elle traîne des casseroles au Mali, elle traîne des casseroles au Centrafrique, elle traîne des casseroles en Algérie. Je pense plutôt qu'elle doit faire face à ces problèmes-là et essayer de prendre conscience afin de demander, présenter ses excuses à tous ces peuples-là pour que plus jamais tout ce qui s'est passé durant la période des indépendances jusque maintenant, pour ne pas que ça se reprenne. L'essentiel est qu'ils ne sont plus une référence pour les peuples africains, ils doivent comprendre cela, et si nous devons dialoguer, ça doit être de façon paritaire. Et même par la forme, nous la dénonçons, comment un peuple ou si vous voulez, un seul État peut se permettre de convoquer tout un continent. Pour nous, c'est un manque de respect à l'Afrique tout entière, ils doivent comprendre cela. Et l'Afrique, de toute façon, comme quelqu'un le disait ce matin, que le président Ahmed Sékou dans notre discours du 25 a dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté. Et aujourd'hui, nous répétons que nous préférons le développement dans la liberté dans une dépendance vis-à-vis de ces puissances impériales. Sur ce, je vais passer la parole au camarade qui va essayer de l'enfiler. Je vous remercie pour la Merci à vous, camarades membres responsables et militants du parti PDG-RDA, messieurs et madame la presse. L'objectif de cette rencontre, de ce point de presse, est de réaffirmer encore une fois, puisque nous avons fait une déclaration allant dans le sens d'accompagner le CNRD dans cette transition. Pour nous, la transition, l'objectif de la transition, l'étoile polaire, c'est l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives, c'est de créer des conditions favorables permettant à l'émancipation des activités des nouvelles institutions post-transition. Donc, nous accompagnons le CNRD parce que le PDG a toujours été pour la Guinée et à retenir que nous sommes l'instrument politique du peuple de Guinée. Nous sommes ce parti qui ne s'identifie pas qu'à une ethnie, qu'à une région, qu'à un individu, qu'au sexe, mais qu'à la nation guinéenne. Nous sommes ce parti qui a contribué à la fondation de la nation guinéenne. Donc, avec cet objectif, cet idéal, nous accompagnons tout régime politique qui a pour objectif fondamental de rétablir l'ordre et la quiétude en Guinée. Pour ce qui est le cas du Premier ministre, le général honorable, secrétaire général, l'a signalé. De façon simple, le Premier ministre est la réaffirmation de la qualité du premier régime. Car en Guinée, chaque année de 1965 à 1984, 700 Guinéens, de toutes ethnies confondues, partaient partout dans le monde étudier, bénéficiaient de la bourse. Nous avons un Premier ministre qui a bénéficié de cette bourse-là. Cela prouve que l'éducation en Guinée, sous le premier régime, était de qualité. Et que ce régime a servi la Guinée de façon loyale, honnête et intègre. Tous les critères qui ont été décrits pour nommer un Premier ministre ou choisir un Premier ministre reflétaient la ligne politique du PDG-RDA. Donc nous sommes disposés à participer à cette transition parce qu'il s'agit encore une fois de la Guinée. Pour ce qui est le programme énergétique, nous avons été clairs qu'à l'État Amaria soit pitié. Garafili ne pourront pas couvrir les besoins énergétiques de la Guinée. Il nous faut suffisamment d'énergie. Même nos foyers ne pourront pas être couverts. Je ne m'excuse pas, ce programme énergétique.
De quoi nous avons besoin? Il nous faut des centrales atomiques à titre civil pour suffisamment d'énergie pour permettre à nos entreprises, nos usines d'être créées. Nous parlons d'industrialisation. Le PDG a fait ses preuves. Nous avons laissé 300 grandes usines en Guinée, plus de 600 petites et moyennes entreprises. Parlons pas des 14 avions, parlons pas de nos bateaux de commerce, de marchandises, de bateaux de transport, des trains. Voilà des réalisations concrètes. Voilà ce que nous appelons base du développement. Donc notre position est claire, c'est l'émancipation des conditions d'existence des peuples de Guinée, c'est lutter contre l'insécurité alimentaire, assurer l'autosuffisance alimentaire. Par quoi? Par la création de l'agrobusiness. Et qui parle de l'agrobusiness parle de la maîtrise de l'industrie, parle de ce que nous avons appelé la promotion de nos produits agricoles et de la transformation sur place. La Guinée a été au rendez-vous du commerce et du monde. Et l'économie guinéenne a été affaissée. Notre économie est en berne. Parce que le gouvernement guinéen, d'alors, n'a pas hésité, comme l'a dit le général honorable, de contribuer à l'enrichissement illicite et rapide d'un certain groupe sur le dos du bas peuple. Et le comble de l'ironie a été atteint quand on s'est permis d'augmenter le prix du carburant. Au lieu d'exonérer le bas peuple, c'est-à-dire faciliter sa condition d'existence, on exonère les entreprises. Ça veut dire quoi? On taxe le peuple, on dégrade sa condition. Conséquence, nous avons été victimes de l'inflation, la misère ne fait que se gangréner. Et voilà la justification d'ailleurs des événements du 5 septembre. On ne pouvait pas continuer avec un gouvernement qui n'avait plus pitié de son peuple. Car l'essence même de ce gouvernement, la nature existentielle même de ce gouvernement, c'était d'occuper du peuple de Guinée, de s'occuper du peuple de Guinée. Pas de contribuer à appauvrir, à paupériser ce peuple, à rendre ce peuple misérable. Nous sommes un peuple digne qui a accepté de se battre dans l'intérêt de l'Afrique, pas que de la Guinée. Donc, nous sommes aujourd'hui dans l'inflation qu'on ne peut pas mesurer. L'unique option de créer l'emploi, la croissance, c'est de créer des incubateurs. Il nous faut maîtriser la politique énergétique, créer des entreprises, permettre aux entreprises étrangères de venir investir en Guinée. Le PDG n'a pas été qu'un régime socialiste. Nous avons créé des conditions pour un système capitaliste aussi. Il y avait des entreprises privées en Guinée. Oui, nous le disons. Pour finir, nous lançons un appel solennel aux communautés à la solidarité de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union européenne. Nous lançons un appel à la solidarité humaine. Car le peuple de Guinée est dans une période de crise. Les sanctions ne sont pas des solutions. Certes, la déclaration du CRRD a été une déclaration peut-être un peu muscleuse, mais étant ce parti qui œuvre toujours dans le sens du bien-être de la Guinée, nous demandons à la CEDEAO de revenir sur sa position, d'accompagner la Guinée dans cette transition. Pas d'accepter le coup d'État, mais d'accompagner la Guinée. Puisque le peuple de Guinée était affamé par ses dirigeants. Chaque dirigeant a pour option, objectif fondamental, de servir et de rendre compte. Mais en Guinée, on servait et on ne rendait pas compte. On se servait et on ne rendait pas compte. La solution était de faire quitter ces gens. Et si le 5 septembre, le CNRD s'est permis d'évincer le gouvernement du professeur Alpha Condé, pour le simple fait que ce gouvernement n'est plus là dans l'intérêt de la Guinée, mais dans leur propre et unique intérêt, nous pensons que c'est une réalité acceptable. Alors nous demandons à la CEDEAO d'être aux côtés de la Guinée, au chevet de la Guinée, de nous assister et de nous aider pour qu'on puisse mener à terme cette transition pour créer les conditions, permettant à la Guinée de se retrouver dans la continuité de son état de droit et dans un état démocratique. La France-Afrique, nous n'avons rien contre la France. Nous avons été le premier pays en Afrique de l'Ouest à œuvrer dans une relation, dans une coopération entre l'Afrique et la France. Pas même la Guinée. Mais une coopération basée sur une Afrique unie, l'unité africaine. C'était ça l'option de la Guinée. Nous avons toujours voulu, parce que nous sommes animés du principe que ceux
nous ne pourrons pas être satisfaits. Seuls, on ne pourra pas assouvir, ou nous ne pourrons pas satisfaire nos besoins les plus fines ou les plus immenses. Donc nous avons besoin de l'apport des autres États. C'est pourquoi nous avons toujours été avec la France. Par contre, en 1982, le président Ahmed Sékou Touré a encore réitéré et matérialisé par ses déplacements. Mais avant, nous avons vu le président Giscard d'Estaing, qui est venu dans les années 70 en Guinée. Tout cela montre que nous avons toujours opté pour la voie de la coopération, qu'elle soit bilatérale, multilatérale, mais dans l'intérêt de nos États. Mais trier des jeunes africains de façon séquentialisée à travers l'Afrique, organiser un sommet. On n'est pas contre que le sommet soit bilatéral, multilatéral ou plurilatéral. Ça ne nous regarde point. Mais quand il s'agit d'un sommet dans lequel la France doit contribuer, s'engager dans l'intérêt de nos deux États, c'est-à-dire l'Afrique et la France, il faut qu'on fasse un travail sérieux. Il faut que le travail soit beaucoup plus sérieux que cela. La France doit assumer ses responsabilités. L'Afrique doit assumer ses responsabilités. Nous n'avons rien contre les riches. On a toujours fait la promotion de cette richesse. Honorable secrétaire général l'a dit, il faut investir en Guinée. C'est-à-dire se servir de cette richesse pour créer de l'emploi, embaucher les Guinéens. Voilà ce que nous voulons. Mais prendre de la richesse, piller la Guinée, se créer des comptes ailleurs, investir dans d'autres pays, sur la base du fruit de la sueur du front du Guinéen, nous sommes contre et nous luttons de façon énergétique. Je vous remercie, je ne vais pas vous tenir à la main longtemps, et j'estime que nous comprenons et que le message ira loin. Donc je crois qu'on n'a pas été très long. Si la femme, elle va rajouter quelques mots. Bonjour tout le monde, bonjour la jeunesse de la presse. Et moi c'est Hadja Foulé Matoudiara. Je suis la deuxième vice-présidente du comité national des femmes PDG-RDA. Je suis la seconde secrétaire de relations extérieures du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques en Guinée. Ce que j'aurais apporté, là où j'insiste d'ailleurs, c'est la présence massive des filles-femmes dans les instances de prise de décision de la Guinée, que le CNRD est en train de mettre en place. J'aspire à une certaine parité genre, c'est-à-dire que ce soit partout une liste zébrée, 50-50. C'est ce à quoi nous aspirons exactement. Les femmes, ce sont les premières pionnières de la lutte de l'indépendance en Guinée. Et je pense qu'un peu partout en Afrique, les femmes se sont battues pour se mettre au premier rang des batailles de combat de la liberté. Il y en a beaucoup en Guinée. On cite quelques femmes leaders, mais en réalité, elles sont plus nombreuses que nous le savons. Donc je veux ceci, que le CNRD comprenne que la femme a toujours été présente, comme je l'ai dit tantôt, et il faut qu'il tienne compte de cela. Il faut que les femmes soient présentes dans les instances de prise de décision. Et avant ça, il faut qu'elles soient présentes dans la vie politique du pays. Nous sommes plus nombreuses que vous, les hommes. 52% de femmes par rapport à toute la population guinéenne. Et quand une femme est bien formée, et à l'école ou bien en politique, c'est toute la nation qui gagne. Elle est la mère, elle est la sœur, elle est la fille. C'est la compagne idéale de l'homme. Je vais dire ici que je tiens fermement, comme aux premières heures du PDG RDA, à ce que la femme guinéenne soit présente sur tous les terrains. Sur tous les terrains de combat pour cette émancipation. Ça a commencé par le PDG RDA. Vous le savez tous. Nous avons fêté ici l'anniversaire de Mbalia Camara, la première femme héroïne du pays en lutte PDG. Nous avons souvent cité Jeanne-Martin Cissé, paix à son âme, qui a été la première femme secrétaire générale du Conseil des Nations Unies. Nous avons cité Hadja Mahfoud Bangoura, la première présidente nationale du bureau exécutif des femmes PDG RDA. Elle n'était pas intellectuelle, mais elle savait dire son mot. Il y a toute une liste de patentes. Il y a Sophie Maka, il y a Gamé Touré, il y a Hadja André Touré qui est là, il accompagne un effectif du président Adel Touré.
Pour la petite histoire, quand la France a tout ramassé au palais Saint-Victoria, quand la France a tout ramassé, elle était obligée, elle, en tant que première dame d'alors, de vendre ses bracelets que sa maman lui a offerts pour acheter des meubles et meubler le premier palais présidentiel. C'est pour vous dire que c'est là, quand la femme s'engage, quand elle aime et qu'elle s'engage, quand elle décide et qu'elle s'engage, elle ne se dérobe pas à ce qu'elle a promis. J'espère que nous aurons des filles qui feront comme nous. Nous cherchons à assumer la relève avant qu'on ne s'efface de l'échéancier politique. Donc c'est notre lutte. Je suis un fruit du PDG RDA. J'ai étudié au sein du PDG RDA. J'ai tout fait au sein du PDG RDA. Donc je peux parler librement du PDG sans me gêner. Ce que je dirais à mes filles, celles qui viennent après nous, pas même des soeurs et celles que je suis déjà avec mes soeurs, mais celles que je peux dire à mes filles ici, c'est de venir faire partie de la vie politique, du mouvement politique du pays. Elles ont beaucoup à donner. Ça, c'était avant qu'on disait que quand une femme veut faire de la politique, on la traite de tout. Mais actuellement, il y a une telle émancipation au niveau planétaire que personne n'a de reproche à faire à sa progéniture parce qu'elle veut faire de la politique. Nous avons beaucoup d'exemples. Il y a une femme qui a été présidente du Libéria à côté de nous, au Rwanda, un peu partout. Donc ça donne une certaine opportunité à la famille guinéenne de mettre sa fille et à l'école d'abord, et puis la pousser vers la vie politique. J'insiste ici, actuellement, celle qui annonce les décrets du CRND, c'est une femme, et elle est toute jeune. Nous avons une femme générale, elle est gouverneure de la ville de Conakry. D'accord, c'est des trucs qui nous plaisent. Nous en voulons beaucoup. Nous voulons des femmes gouverneurs, des femmes préfets, des femmes sous-préfets, des femmes commandantes, des bataillons. Nous voulons tout. Tout pour les femmes. Nous voulons toutes les sorties possibles pour nos filles et nos femmes. Il faut que la femme soit présente un peu partout. Je ne serai pas long. Et je vous dis merci d'être venu massivement à notre point de presse. Vous avez l'habitude de venir et votre présence nous encourage parce que vous nous laissez exprimer ce que nous ressentons. Donc, une fois encore, merci à la presse et merci à cette brave population guinéenne, à ces braves responsables qui sont présents parmi nous. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire comme bien s'asseoir le lundi matin pour dire ceci, c'est parce que la chose nous tient à cœur. Et actuellement, pour se battre pour le PDG, il faut que tu sois un militant convaincu. Il n'y a pas de tapage médiatique qui n'a pas été mis sur le compte du PDG pour salir le PDG et son leader. C'est pourquoi des gens qui veulent venir au PDG, mais ils ont peur. Ils disent, ah, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Malgré toutes les réalisations du PDG, on a vu que le Camp Voirou, on a vu que les pendus de 8 novembre. Alors que le PDG a beaucoup fait. Je l'ai souvent dit dans mes interviews, j'ai dit ce que nous voulons, qu'on ait le courage de venir poser telle question au PDG. Je vous assure que les gens du PDG, les gens du PDG sauront assumer et ils pourront répondre tout ce qui est de la vérité, mais pas du mensonge ni de l'accusation. Je vous en prie. Merci, camarade. Vive les femmes. Vive les femmes. Donc, c'était les axes de la communication. Je ne sais pas s'il y a des questions. L'utilisation a été dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes à votre disposition. Moi, j'ai une seule question. Bonjour, c'est Mamadou Tanouba de la télévision Ganga.